Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, sur l'unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner de Kavi, qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h, c'est jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure et les sujets inscrits à l'ordre du jour. Au menu de ce matin, le contrat à rebours est lancé en moins d'1 mois du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre prochain. La Direction générale des élections vient de publier les chiffres définitifs du fichier électoral. Plus de 6,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Ils seront repartis dans près de 23 700 bureaux de vote à l'intérieur du pays comme à l'étranger. En moyenne, chaque bureau accueillera environ 286 électeurs. Plus de détails à venir avec nos débatteurs. Et puis les contractuels temporaires de l'État présents dans les écoles et divers ministères montent au créneau. Réunis au sein du collectif des contractuels temporaires de Guinée, CCTG, ils dénoncent des années de service dans la précarité avec des salaires plafonnés à 550 000 francs guinéens, malgré plus d'une décennie d'ancienneté. Aujourd'hui, ils réclament une reconnaissance à la hauteur de leur engagement. Mais comment expliquer qu'après tant d'années, ces agents restent sans statut clair? Pour en parler, nous recevrons dans ce studio et sur ce plateau M. Kerno Bailo Diallo. Il est le coordinateur du collectif des contractuels temporaires de Guinée. Dans la dernière partie, la question de l'assainissement fait son retour dans l'organigramme gouvernemental. Désormais, c'est le ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures qui porte la gestion des déchets solides et liquides, y compris les eaux usées et fluviales. Ces missions vont de la planification des infrastructures à l'amélioration du cadre de vie en milieu urbain. Un décret qui place encore une fois ce ministre face à un défi de taille, lui qui avait déjà été chargé de résoudre la crise énergétique du pays. On en parle dans la dernière partie de cette émission. Voilà, entre autres sujets à débattre. Pour ce vendredi, installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Merci de nous retrouver si vous le faites maintenant. Merci de nous regarder à la télé. Vous êtes sur Kavi TV à la radio. Vous nous écoutez sur la 89.5. Merci de nous pratiquer via notre site d'information siaminfo.com. Également sur notre application mobile disponible sur Play Store et App Store, Kavi Média. Nos partenaires de Beta FM Relais en direct cette émission du côté de l'AB. Ici avec moi en plateau, les débatteurs de chaque matin. Yaï Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. On commence par cette première actualité, il faut le dire. Dans moins d'un mois, les Guinéens sont appelés aux urnes pour le référendum constitutionnel du 21 septembre 2025. La Direction générale des élections, je l'ai rappelé tantôt, a dans ce cadre publié les chiffres définitifs du fichier électoral. Plus de 6,7 millions d'électeurs inscrits, dont plus de la moitié de femmes, repartis dans près de 23 700 bureaux de vote en Guinée comme à l'étranger. En moyenne, chaque bureau devra, selon la DGE, accueillir environ 286 électeurs. Le point dans ce reportage est signé Germaine Mansaré. Plus de 6 millions d'électeurs, c'est le nombre définitif retenu dans le fichier électoral pour le référendum constitutionnel du 21 septembre 2025. Ces chiffres ont été rendus publics ce jeudi par la Direction générale des élections DGE. La cérémonie a mobilisé des membres du CNRD, du gouvernement, des institutions nationales et des partenaires. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation a salué une étape décisive dans l'organisation du scrutin référendaire. Nous voici au terme du processus de constitution du fichier électoral biométrique permanent. Après tant d'efforts et de sacrifices consentis par tous, sous la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, cet événement historique et porteur de sens marque une étape essentielle dans la consolidation de notre jeune démocratie et dans l'édification de l'État de droit. Notre pays est résolument engagé à corriger les imperfections du passé et à lever les contestations politiques liées au processus électoral en général,
et à la constitution du fichier électoral en particulier. Selon Ibrahim Khalil Kondé, les résultats obtenus témoignent d'un travail sérieux et rigoureux. À l'issue des opérations de contrôle du contentieux sur les listes électorales provisoires, puis après la consolidation des données et la cartographie des centres et bureaux de vote, nous avons obtenu les résultats suivants. Total électeurs 6 768 458, dont 125 271 électorats de la diaspora. Hommes, 3 149 254. Femmes, 3 493 251. Cette annonce marque une étape importante dans la mise en œuvre du processus électoral et du retour progressif à l'ordre constitutionnel, conformément aux engagements pris par les autorités de la transition à quelques semaines du référendum constitutionnel. Vous l'aviez déjà compris, la cartographie électorale déjà connue. Alors Mohamed Leba, au-delà de ce reportage, que devons-nous retenir? Nous allons peut-être aller de bout en bout pour permettre aux lecteurs et aux téléspectateurs de comprendre réellement ce que le ministre Ibrahim Khalil a résumé par rapport à, disons, notamment à la répartition de ces différents chiffres définitifs. Il faut le préciser, c'est très important. C'est la liste définitive concernant, disons, cette cartographie électorale. Elle a été rendue publique hier à travers, disons, cette rencontre que nous venons de voir pour ceux qui nous suivent à la télé. Il faut le dire que pour le nombre total d'électeurs inscrits s'élève quand même, vous l'avez rappelé, mais pour plus de précision, s'élève à 6 768 458 personnes, avec une répartition notamment par genre. Pour côté femmes, vous avez 3 493 250, soit 52,26% du total. Côté hommes, vous avez 3 149 254, soit 47,74% du total. Ce qui dit que les femmes ont mis les hommes en KO en termes de répartition. Il y a plus de femmes. Pour cette fois-ci encore, il faut le dire que ça a été respecté, la logique. Il faut dire avec pour les électeurs de la diaspora, on parle de 125 271 inscrits. Par rapport à la répartition régionale des électeurs, pour la petite surprise, Conakry a été rétabli dans ses droits. Il faut le dire, même si on pourrait, certains se disent que c'est partiellement en termes de nombre d'électeurs, Conakry qui vient, disons, qui est en tête de liste avec 1 543 022 électeurs du côté de Kankan. Voilà, Conakry et Kankan se suivent et il n'y a qu'un petit trait de différence entre les deux régions. Pour Kankan, c'est 1 522 956 électeurs. Kankan qui quand même, on peut comprendre, avec une région minière par excellence, parce que Kankan, si vous prenez la population de Sigiri, notamment Mandiana, Kouroussa, Kirouane, ces différentes préfectures de la région de Kankan, vous allez comprendre démographiquement, ouais. Donc Kankan, voilà, c'est compréhensible. Kindia, nous avons 882 649 électeurs, Gérékoré 828 124 électeurs, Boké 596 519 électeurs, Farana 491 277 électeurs, Labé 446 750 électeurs, Mamou, la dernière région, 331 890 électeurs. Pour l'infrastructure électorale, il faut dire que pour les centres, disons, de vote, nous avons 16 722 centres répartis sur l'ensemble du territoire national. Pour les bureaux de vote, nous avons 23 662 bureaux de vote,
vote. Et la moyenne, disons, d'électeurs par bureau de vote, vous l'avez rappelé, c'est juste une répétition, mais je crois qu'elle peut s'avérer pédagogique. Ouais. 286 électeurs, une répartition de 125 000, je l'ai déjà précisé en haut, 125 271 inscrits pour les Guinéens de la diaspora. Donc voilà les statistiques par rapport à cette nouvelle cartographie électorale. Maintenant, pour ce qui est du contexte et surtout aussi les étapes importantes à venir, c'est donné quand même un résultat, il faut le dire, d'un processus de vérification, de correction et de gestion des contentieux des listes électorales provisoires. Et voilà, elles serviront naturellement de base pour l'organisation du référendum qui est prévu le 21 septembre prochain, ainsi que de futures élections nationales et locales. Les autorités aujourd'hui, il faut le dire, notamment la direction générale des élections et le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation saluent quand même la transparence. Nous venons de suivre le ministre Brema Khalil qui parle quand même d'une transparence, notamment la fiabilité de ce fichier biométrique. Il faut le dire que c'est un fichier biométrique, le présentant comme un outil aujourd'hui essentiel pour garantir des élections crédibles et un retour à l'ordre constitutionnel. Parlant de fichier électoral dans notre pays, ça a toujours suscité et débat, et ça a toujours prêté à débat, et cette fois-ci on verra bien après le scrutin référendaire et s'il n'y aura pas aussi encore polémique des réclamations, des griefs qui pourraient être portés, mais pour le moment, si on s'en tient au discours des autorités, le travail a été fait dans un sérieux très, disons, considérable, et voilà, les résultats aujourd'hui sont là. Sur l'ensemble de la population, on a pu quand même avoir plus de, disons, 6 millions d'électeurs. On comprend également aussi parce que la plupart des gens ne se sont pas fait recenser, donc ça s'explique beaucoup qu'au-delà même de la population où il y a aussi cette... Parce qu'on parle de 13 millions d'habitants. 13 millions d'habitants. Donc, seulement la moitié. Avec la mise disons, cette mise à jour, on parle de 13 millions d'habitants. Donc, ça se comprend. Peut-être que d'autres ont été réticents vis-à-vis de ce recensement. Ou peut-être que la population est trop jeune. Peut-être aussi. Oui, parce qu'après tout, voter, c'est à l'âge de 18 ans. Là, c'est vrai que peut-être qu'on peut dire que la population est jeune, mais si vous prenez ceux qui sont en dessous de 18 ans, vous ne pouvez pas prendre quand même avec 5 millions d'habitants en dessous de 18 ans. Donc il y a beaucoup qui ont été réticents. Je crois que c'est ça la vérité vis-à-vis et surtout les choses ont évolué à travers le recensement du RGPH. On nous parle d'environ 17 millions. Vous voyez, donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, les gens prennent goût par rapport à donc pour 6 millions pour 17 millions d'habitants. Voilà, sauf que là, on parle d'une cartographie électorale qui est différente de ces autres chiffres, notamment. Et voilà, avec ce deuxième, ce dernier recensement-là. Donc ça se comprend. Aujourd'hui, il faut aller avec, disons, cette cartographie de plus de 6 millions d'électeurs. Voilà, c'est après... Nous sommes champions dans les critiques, mais quand il s'agit, parce que quand même pour ces recensements, il y a eu beaucoup de sensibilisation, notamment sur l'importance liée à ce recensement, disons, biométrique. Voilà, mais malgré tout, on a obtenu que 6 millions d'électeurs. On va aller avec cela en commençant par le scrutin référendaire et pour voir réellement, parce qu'on parle de retour à l'ordre constitutionnel, mais c'est le premier escalier, il faut poser toujours la base. Donc je crois que la base c'est ce scrutin référendaire qui peut aussi s'avérer comme étant disons une première consultation, voilà, parce qu'il y a ça pourrait être une autre évaluation, notamment pour la direction générale, disons, des élections. Donc voilà, on dit souvent que le maçon on le reconnaît au pied du mur, et pour le moment ça veut dire ça peut s'avérer comme ce
cela pour cette direction, notamment avec ce scrutin référendaire. Ouais, et ce qui est important de rappeler, il y a quand même quelques mois en arrière, la DGE qui n'était pas d'abord créée, mais cette directrice qui gère la DGE, qui était aux affaires politiques du MATD, nous annonçait quand même 8 330 000 électeurs ici en République de Guinée, 330 000 et quelques poussières. Aujourd'hui, ici, on voit quand même qu'il y a un toilettage. Ils l'ont déjà rappelé, c'est un travail de fond qui a été fait, toiletter, revoir les doublons, comme ils l'ont déjà rappelé, et se retrouver à 6,7 millions. Bon, après, il y a beaucoup de questions à se poser. Tu as soulevé les interrogations. Parlant de la population, Laura l'a rappelé, avec le RGPH qui a fait évoluer les chiffres à 17 millions. On était à 13 millions, 17 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y a quand même des choses à revoir certainement pour que chaque Guinéen puisse jouir de son droit. Hein. Ça, c'est un droit. Le droit de vote est un droit dévolu aux citoyens. Sous Alpha, en 2020, on était à 8,3 millions d'électeurs. Donc ce nombre a été maintenu jusqu'à l'arrivée de la DGE après ce toilettage. On revient encore à 6,7 millions parce qu'en 2020, c'était le même scénario. On a quitté de 6,1, c'est-à-dire 6,1 millions d'habitants, d'électeurs, pour se retrouver à 8,3 millions. Ouais, un donc, fichier qui n'a jamais fait l'unanimité. Donc aujourd'hui, c'est comme si on rechute encore dans les 6 millions. On estime que c'est encore 6 millions d'habitants en République de Guinée qui sont électeurs. C'est pourquoi j'ai posé la question de savoir, est-ce qu'on n'est pas encore une population jeune? C'est très important. Et le RGPH peut-être va nous le prouver, je pense. Tout à fait. Et je crois que vous venez de soulever quelque chose de très fondamental. Qu'en 2020, qu'on puisse avoir plus de 8 millions d'électeurs et qu'en 2025, donc 5 ans après, qu'on retombe sur les 6 millions. C'est à se demander effectivement, entre-temps, s'il n'y a pas eu une évolution démographique dans notre pays. Si la réponse est fondamentalement oui. Et est-ce que le fichier de 2020, comme beaucoup d'acteurs politiques le qualifient, un fichier entaché des irrégularités, des doublons, des triplons, ou tout simplement parce qu'il y a eu de part et d'autre des volontés politiques inavouées pour pouvoir, d'une manière ou d'une autre, tripatuer le fichier. Alors le fichier électoral est un élément très fondamental pour un pays. C'est une unité de mesure de la souveraineté d'un État. C'est en ça que nous disons il y a eu certaines institutions à un certain niveau qui se sont impliquées dans le cadre, de la mise en place, mais aussi de l'assainissement chaque fois qu'il a besoin de s'exprimer de notre fichier électoral. Ailleurs, on ne le permet plus. Il s'agit là d'une partie de notre souveraineté. Donc, permettre à des institutions fidèles, des organismes internationaux, accéder à notre fichier électoral, c'est justement courir des risques. Et je crois que c'est fondamental aujourd'hui qu'on essaie de corriger tout cela. On peut le faire. Nous avons connu des États voisins à nous aujourd'hui qui sont sortis définitivement de ces problèmes assez basiques pour un État de droit. C'est résolu. On ne peut pas se permettre, quelle que soit votre position politique ou administrative, de tripatuer, le fichier électoral et d'en faire ce que vous voulez. Donc je pense que c'est ce qui devrait de part et d'autre inspirer les uns et les autres, notamment nos cadres, et de savoir que quand on est, investi d'une parcelle de pouvoir public, il y a ce qu'on appelle la responsabilité, mais aussi la redevabilité. Et cette redevabilité, elle est dévolue au peuple de Guinée. On ne doit être redevable qu'au peuple de Guinée. Donc c'est pour cela qu'on parle de l'État. Donc je pense que comme tel, les uns et les autres sauront mieux comment agir en âme et conscience, et ça, je crois que ça nécessite ce qu'on appelle la responsabilité personnelle et éventuellement cette conscience collective qui consiste à dire il s'agit de la Guinée, les hommes passent, la République demeure et il faut qu'on agisse dans ce sens-là. Bien, ce qui est très bien dit. En attendant, en tout cas, la délivrance des cartes d'électeurs est une étape très très importante également dans ce processus électoral, puisque qu'on est encore à moins de 2 mois de ce processus prévu pour le 21 de ce scrutin, j'y arrive, prévu pour le 21 septembre 2025. On poursuit cette émission et cette fois on parle d'un autre sujet. Depuis des années, ils travaillent dans la précarité avec des salaires
plafonné à 550 000 francs guinéens, parfois après plus d'une décennie de service. Aujourd'hui, réunis au sein d'un collectif, les contractuels temporaires de l'État exigent une reconnaissance à la hauteur de leurs engagements. Avant tout débat, suivons ce reportage de Bangali Camara. Les contractuels temporaires reviennent au devant de l'actualité en Guinée. Réunis dans un collectif, ces agents de l'État ont rendu publique une déclaration pour les contractuels temporaires reviennent au devant de l'actualité en Guinée. Réunis dans un collectif, ces agents de l'État ont rendu publique une déclaration pour demander leur intégration à la fonction publique. C'est après plusieurs années de service dans les différents départements ministériels. Cette rencontre, c'est de continuer les plaidoiries, d'exhorter le mouvement syndical, les autorités guinéennes, de penser à ces masses sociales qui sont les contractuels temporaires, qui ont longtemps servi la Guinée à travers les différents départements ministériels, à être engagés à la fonction publique. Leurs revenus aujourd'hui ne représentent rien. Leur vie est précaire. Or, ce sont eux qui font fonctionner l'administration aujourd'hui. Dans tous les départements, dans toutes les structures, c'est les contractuels temporaires qui travaillent. Donc, ils méritent une récompense et un engagement, un changement de statut. Déjà, ils sont enrôlés et virés à la banque. Il ne reste que de changer leur statut. C'est une injustice que je pense. Sur un nombre de plus de 3000 agents recensés, beaucoup d'entre eux travaillent depuis plus de 10 ans. Voire 15 ans, sans un statut particulier. Le collectif de contractuels temporaires s'étale de Kassa à Yomu et de Koundara à Sigiri. C'est le territoire national. Tous les contractuels, surtout dans les services déconcentrés, font partie de cette entité. Je n'ai pas un nombre, un effectif concret. C'est le FIGAS et l'IGAP qui ont les listes. Mais je pense que nous nous retrouvons à 3000, environ 3000. En attendant une réponse officielle, ces travailleurs de l'État fondent leur espoir sur les autorités actuelles pour obtenir gain de cause. Les contractuels temporaires de l'État, on en parle dans cette émission Le Scanner, après avoir suivi ce reportage réalisé par la rédaction politique du groupe Kavi Média. Une question se pose, comment expliquer qu'après autant d'années de service, ces agents restent sans statut clair? Pour en discuter, nous avons sur ce plateau et dans ce studio M. Kernobailo Diallo, il est le coordinateur du collectif des contractuels temporaires de Guinée. Bonjour, bienvenue M. Diallo. Bonjour. Utilisez le micro, on va aider. Merci d'accepter notre invitation. Merci Kavi TV, la radio de développement. Alors, nous sommes aujourd'hui dans un combat noble que nous estimons franchement que l'injustice soit là, que ces contractuels temporaires que nous défendons aujourd'hui sont composés de jeunes dames et de jeunes hommes, mariés et responsables, qui ont travaillé et qui gèrent aujourd'hui toutes les entités de l'administration publique, qui gèrent les sections, les divisions, même les assistants de direction sont parmi ceux-ci, qui fournissent beaucoup d'efforts. C'est ceux-ci qui remplissent les bus à 5 h du matin et à 17 h. Sans eux, l'administration sera paralysée. En tant que syndicaliste, ils m'ont rencontré, sachant que je suis saisi du dossier, et pour aller faire des plaidoiries pour leur engagement, leur changement de statut. Et de surcroît, ils ont été enrôlés biométriquement plusieurs fois. Aujourd'hui, le fichier unique de gestion administrative de la solde, FIGAS, et l'IGAP ont travaillé sérieusement pour avoir un fichier vraiment acceptable, un effectif acceptable. Donc, l'objectif, c'est de changer leur statut, vu qu'ils sont enrôlés, biométrisés, payés à la banque à hauteur de 550 000. C'est dérisoire. C'est dérisoire. Et il faut rappeler que vous êtes le syndicat membre de la CNTG. Conseil. Oui, de ce côté, il faut le rappeler, très très important. Oui, Mohamed Leba. Cela fait quand même, on parle de décennies. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous avez accepté d'être dans cette situation? Et est-ce que avant, maintenant, ces revendications qui sont sur table, il y a eu d'autres?
Oui, il y a eu d'autres revendications au préalable. Depuis au temps du professeur Alpha Condé, je me rappelle, je saluerai son parcours en disant qu'il ne voulait pas entendre parler de contractuels dans l'administration, de régulariser tout le monde. Mais il y a eu des situations. Ce département du ministère de l'enseignement technique, c'est autre chose. Nous le savons tous. Depuis 2005 jusqu'à l'arrivée du CNRD, il n'y a pas eu de concours accès à la fonction publique et on ne voyait que seulement des actes parachutés. Donc cela aussi a joué beaucoup sur les gens. Et si tu n'avais pas les moyens d'être engagé financièrement, tu ne pouvais pas. Il faut le dire la vérité. Quand on dit la refondation, il faut dénoncer toutes les injustices pour qu'on aille de l'avant. Donc c'était payant? C'était payant, c'était 440 000 des années. Sous Alpha? Sous Alpha. Juste à l'arrivée du CNRD, ils ont dit d'organiser des concours. Le concours a engendré d'autres personnes qui ne sont pas dans l'administration, qui ne sont pas ces mêmes contractuels. Or, ils ont fait le concours, mais aucun contractuel, je vous jure, n'a eu le concours. Le concours récent, vous voulez dire? Oui, le concours récent. Aucun de ces contractuels? Aucun, je ne me rappelle pas, aucun, parce que je suis le coordinateur depuis 2 ans des contractuels temporaires des différents départements de la Guinée, pas de l'enseignement, je parle des départements ministériels. Aucun ne m'a informé qu'il a gagné. Une question de précision, est-ce que vous faites partie de ces collectifs vous-même, en personne? Oui, je fais partie de ce collectif. Vous servez? Oui, il y a 8 ans. Vous servez où? Je sers au ministère de l'économie et des finances, je suis assistant d'une division, chef section hygiène, santé et sécurité. Ah, vous voulez dire que vous touchez 550 000? Naturellement. Ça c'est récemment, hein, récemment grâce à ce décret ou grâce au CNRD, parce que le SMIC a été plafonné à 550 000. Avant c'était moins de ça. Et les avances, on a vu beaucoup de vieux, pour être poli, parmi vous. Oui, des sages. Des sages, oui. C'est parce que nous sommes victimes de cette situation que nous luttons, que nous voudrions que ce mal soit vraiment guéri, que ce mal parte de nos frères et sœurs. C'est vraiment déplorable. Vous ne pouviez pas. J'ai assisté à un séminaire de cadres bamakois, maliens et guinéens. Je n'ai pas pu déclarer le salaire guinéen parce que le salaire malien était à hauteur de 10 millions, c'est-à-dire 500 000 CFA. Lorsqu'on parlait, c'était... Le salaire ou le SMIC? Le SMIC, on n'a même pas... Le SMIC de malien est plus de 2 millions. Bien. Voilà. Rappel important, oui, mon maître. Par rapport à cette situation aujourd'hui, est-ce que vous avez quand même des arguments solides pour notamment attirer l'attention du chef de l'État pour dire qu'on vous fait du tort? Merci pour cette question importante. Nous avons saisi le mouvement syndical, nous avons saisi le Conseil national du dialogue social, nous avons saisi le ministre même, nous avons tablé avec le ministre qui avait argumenté qu'il est en train de faire le toilettage du fichier afin de convaincre le président de signer pour avoir un effectif raisonnable et de signer. Et je vous jure, quand vous faites les départements où un jour vous dites au contractuel de rester à la maison, l'administration sera paralysée. Donc toutes ces démarches presque n'ont pas abouti. Après le dernier toilettage, ce qu'on vit, c'est le blocus de certains salaires aussi, de ces maigres. De ces 550 000 là. Aujourd'hui, beaucoup de contractuels, on m'appelle de Sigiri, de Farana, de Kankan et de Gawal, que jusqu'à présent, coordinateur, qu'en est-il? Monsieur Diallo, oui. Une question peut-être importante. Oui. Vous dites que vous avez servi au ministère des Finances, de l'économie et des Finances depuis 8 ans. Oui. Quand vous arriviez à l'époque, quels étaient les engagements pris? Bon, c'est à travers un entretien, un besoin qu'on m'a recruté à la cellule de sécurité et hygiène à l'époque qu'on devait de créer. Vu que j'étais un peu efficace, on m'a pris comme stagiaire. Stagiaire, on m'a pris contractuel. Contractuel, on m'a nommé chef section hygiène, mon badge le fait. Et d'où j'ai travaillé, j'ai fait des différentes formations. Je ne suis pas économiste, je suis sociologue, je suis expert aujourd'hui en hygiène, santé, sécurité, environnement et communauté. Et donc, à travers l'effort, oui. À travers l'effort, je suis resté là-bas d'année en année, mais vraiment c'est ailleurs que j'ai trouvé Je suis marié, je suis père de 3 enfants qui vont à l'école, logés avec moi, qui vivent. Est-ce que vous estimez qu'avec cette réalité, il serait difficile, ou est-ce que vous êtes sûr qu'avec cette réalité, il serait difficile de combattre la corruption dans notre administration?
Vous avez des contractuels qui sont payés à 550 000. Le SMIC, c'est vrai, c'est le SMIC. On peut comprendre quand même le SMIC, c'est à 550 000. Mais pour un contractuel qui sert ou qui gère des millions de francs guinéens, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette réalité, il serait très très difficile pour les autorités de combattre la corruption ou de lutter? Il n'en est pas question, monsieur. Avec ce salaire, même le salaire de titulaire d'abord ne suffit pas à la vie ou bien d'être transparent ou de travailler avec humilité. C'est dérisoire. Le combat doit continuer pour améliorer les conditions de vie des travailleurs guinéens. Alors, pour vous, l'injustice dont vous faites allusion, elle part d'une omission involontaire ou d'une volonté délibérée de vous mettre à l'écart? C'est une volonté, c'est-à-dire c'est un manque de volonté politique. Il y a des solutions. Pourquoi faire travailler quelqu'un efficace dans une division qui représente le chef? Parfois le chef n'est pas là, c'est lui qui fait travail. Pendant des années, même dans les cabinets, il a fait ses preuves à la section, à la division, à la direction, même au cabinet du ministre. Il existe des contractuels qui ont duré. C'est un manque de volonté. Après, vous voyez jaillir certaines personnes de la rue ou qui viennent du marché, qui est fonctionnaire. C'est un peu difficile. Or, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, à son arrivée, il a dit aucun Guinéen ne sera laissé à côté et c'est-à-dire de travailler sur l'injustice et d'engager tous les contractuels au lieu avant de faire un concours. C'est à l'issue de ça ils ont profité et organisé un concours qui n'était pas fiable. Et donc, vous voulez dire qu'au niveau du département de l'économie, par exemple, où vous servez, vous avez dû constater l'arrivée massive de certains nouveaux qui n'y étaient pas, au détriment des contractuels qui existaient déjà. Bon, pas à leur détriment, mais c'est surprenant que vous voyez de nouvelles figures arriver dans les différents départements, pas aux finances seulement, et vous qui êtes là, jusqu'à présent, votre statut reste précaire. Parlons au niveau des finances plus précisément. Est-ce que vous avez constaté cela? Naturellement. Bien. Aujourd'hui, puisqu'on parle de salaire, tout vient de cela, vous parlez d'amélioration de conditions de vie et de travail. Est-ce qu'au-delà du salaire, vous avez des primes? Oui, il y a des primes, parfois il y a le carburant. Pour certains, ceux qui sont, par exemple, comme un chef section comme moi, je peux bénéficier de certains avantages au service. Quand vous dites carburant, ça s'élève à combien de fois? Ça dépend, hein. Ça dépend, c'est pas... Est-ce que ce sont des primes qui dépassent votre salaire? Naturellement, bien sûr. Donc des primes de carburant qui dépassent votre salaire? Bien sûr. Rien n'est égal à ces salaires. C'est honteux même de le dire. C'est une parenthèse. Moi, ma fille m'a dit, papa ne va pas au travail si tu es payé à ça. Or, aujourd'hui, ces contractuels sont payés dans les banques aussi. Il y a les ASIO. Le FIGAS les octroie un bulletin. Sur le bulletin, il est inscrit 550 000. Je suis désolé, j'allais vous prouver ça. 550 000. C'est pourquoi il faut aujourd'hui venir auprès des autorités pacifiquement avec nos différentes démarches, demander au général Mamadi Doumbouya d'aider ces millions de Guinéens, ces milliers de Guinéens aujourd'hui qui vivent dans la précarité, mais qui n'ont pas la voix, qui n'ont pas la force de revendiquer. Donc, il faut passer par le syndicat, par le dialogue national et pour aboutir. Est-ce que vous pouvez revenir ou rappeler ces différentes réclamations du collectif? Le collectif, depuis sa création, a fait beaucoup de démarches. La première démarche, on a saisi le mouvement syndical guinéen, qui a transmis au Conseil national de dialogue social, lequel nous a transmis chez le ministre avec le général Ahmad Diallo. On a tablé le ministre a dit qu'il est en train de faire le toilettage. Et on a même écrit au président de la République, au général Mamadi Doumbouya, au général Aminata Diallo, presque à toutes les personnalités du CNRD qui pouvaient entendre le mal des nôtres. Qu'est-ce que vous leur avez demandé? On leur a demandé de penser aux contractuels temporaires des différents départements qui ont tant perduré avec un salaire dérisoire qui ne peut pas arranger leur vie. Par rapport à la globalité concernant, vous avez aujourd'hui une plateforme revendicative? Oui. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler? La plateforme revendicative, c'est un seul objectif, un seul point. C'est le changement de statut des contractuels temporaires des différents départements. C'est tellement simple. Quand vous parlez de changement de statut, vous voulez être fonctionnaire ou bien vous voulez avoir une amélioration de vos salaires? C'est de les titulariser. Vous savez, en Guinée, il y a 3 statuts.
Allez-y. Il y a la titularisation, il y a le contractuel permanent et les contractuels temporaires. Mais c'est une erreur dans l'administration que les contractuels temporaires perdurent. C'était fait pour les chauffeurs, les plantons, les techniciens. Mais vu qu'il y avait la corruption dans ce pays, cela a engendré des effectifs incompréhensibles. C'est vrai que le gouvernement a bien travaillé sur les effectifs, sur le toilettage. Il y avait assez de problèmes quand même. Le toilettage, nous saluons ce travail qui a porté fruit. Bien. Mais malgré ce toilettage, vous êtes resté. Oui, nous sommes restés. Vous n'avez pas été touché. Sauf qu'il n'y a eu aucune amélioration salariale. Il n'y a eu aucune amélioration. Même la prise en charge sanitaire, les contractuels n'ont pas bénéficié. Et le salaire n'a pas avancé et le concours n'a pas été bénéfique pour eux. Il est temps d'amener aux autorités de les engager purement et simplement, sans condition. Alors, vous l'avez rappelé, il y a eu une évaluation qui a été effectuée au cours de laquelle ces contractuels temporaires ont pris part, n'est-ce pas? Oui. Alors, il y a eu les résultats, la proclamation des résultats. Ils n'ont pas trouvé leur nom là-bas. Est-ce que, au lieu d'accuser, disons, le ministère, est-ce qu'ils n'ont pas cherché à savoir effectivement si oui, les résultats étaient conformes à leur choix? Bon, ces résultats, c'est difficile d'expliquer ça, monsieur, parce qu'il y a des révélations. Allez-y. Allez-y, dites-le. Il y a des révélations. Dites-leur. Il y a eu des gens qui ont pu payer de l'argent et être engagés à la fonction publique. Il y a eu des gens qui ont été recommandés. Mais ceux qui ont fait le parcours... Au cours de ces concours? Naturellement, monsieur. Il faut le dire. Vous avez des preuves de ce que vous avancez, j'espère. Bon, je n'ai pas assez de preuves, mais s'il vous plaît, vous le savez, vous connaissez ce qui s'est passé à la fonction publique. Il faut que ça change. Bien. Il faut que nous soyons des Guinéens simples, durs et purs et conscients. Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes au nombre de combien? Bon, l'effectif aujourd'hui est difficile d'être déterminé. C'est avec le FIGAS, après les différents toilettages. Vous savez, à l'issue du toilettage, il y a eu des fictifs, il y a eu des doublons. Actuellement, l'effectif se trouve avec le FIGAS et l'IGAP. Non, mais ça peut se retrouver autour de combien? Donc nous estimons, avant c'était 6 000, maintenant j'estime que nous sommes environ 3 000. Attention, on parle de 3 000? C'était 6 000. Après le toilettage, on est environ 3 000. D'où sont partis les autres 3 000? C'était les fictifs. Les fictifs? C'était les fictifs. Donc on peut avoir quelqu'un avant ici qui a 4-5 salaires. Ou un titulaire qui a d'autres matricules contractuels. Parce que vous voulez qu'on le dise. C'est ça, ce que je ne comprends pas. Les 3 000, disons, sont les vrais contractuels. Déclarés vrais contractuels. Ils sont tous des contractuels, c'est ce que je veux savoir. Des contractuels les plus temporaires. Attention, parce qu'il y a d'autres statuts. Voilà. Il y a des contractuels permanents qui perçoivent plus que les 550 000 francs. Qui ont même la retraite. Est-ce qu'on peut vous pouvez nous rappeler ce salaire, puisque vous êtes quand même syndicaliste? Non, ils sont améliorés, les contractuels temporaires, grâce à la lutte syndicale des permanents, grâce à la dernière lutte, l'amélioration des conditions de vie, le salaire guinéen en 3-4 étapes. Et aussi, ils sont améliorés, ils sont à 2 millions et quelques. 2 millions et quelques avec une prise en charge à la retraite. Santé et à la retraite. Sauf que vous n'aviez rien, vous êtes comme nous enseignants. Oui. Comme des enseignants. Je parle comme les enseignants, mais de surcroît, les contracteurs temporaires, je ne sais pas ce qui se passe, mais même les différents ministres pouvaient les prendre en charge, pouvaient changer leur statut. C'est ça la vérité. Est-ce que ce n'est pas aussi dû à votre nombre élevé, c'est-à-dire qui stagne aujourd'hui votre situation? Notre lutte a conduit à des différents toilettages. Maintenant, ceux qui sont là physiquement, qui travaillent, il faut changer leur statut pour améliorer la refondation. La même chose au moins passer de temporaire à permanent, parce que temporaire, le terme même temporaire, c'est pour un petit temps. Vous êtes temporaire depuis 8 ans. Ce qui est très grave. On peut même attaquer l'État en justice. On ne peut pas garder quelqu'un des années comme ça. Et pire, vous êtes chef service. Voilà, je suis chef section. Pardon. Assistant d'une division. Secrétaire général de la section syndicale du ministère de l'économie et des finances. Les chefs sections sont nommés par arrêté, si je ne me trompe pas. Oui. Par arrêté ministériel. Et avec ça, vous restez toujours temporaire. Toujours temporaire. Après plusieurs demandes officielles, je n'ai jamais tenté d'acheter un arrêté d'engagement, vu que j'ai étudié sans frais presque. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, enfin, si vous avez des connaissances là-dessus, par rapport au salaire de ces contractuels permanents? C'est 2 millions et quelques.
diminué quelques poussières. Oui. Tout récemment, avec l'arrivée du CNRD que nous saluons, l'amélioration, avec le combat du syndicat, on a amélioré quelque part. Vous avez quand même eu beaucoup de marches à faire pour vous faire entendre, notamment faire changer votre situation. Est-ce que vous avez eu des répondants? Et si oui, qui sont-ils? Bon, nous, le mouvement syndical a beaucoup fait. Ils ont écrit avec avis favorable au ministre. Ils nous ont conduits chez le ministre Bruno. Malheureusement, l'ancien ministre qui avait aussi songé commencer le toilettage est parti. Mais celui qui est venu aussi a vraiment travaillé sur le dossier. Nous attendons encore un résultat fiable. Est-ce que quelqu'un vous a une fois écouté? Vous avez eu des rencontres notamment avec une autorité de la place, au-delà même, disons, du monde syndical? Oui, et le Conseil national du dialogue social nous a reçus. C'est une institution. CNDS. Voilà, le CNDS nous a reçus avec beaucoup d'attention. Et il nous a conduit, il a transmis notre plaidoirie avec avis favorable au niveau du ministre. Il a promis aussi, nous avons écrit aussi au Premier ministre, M. Baouri. Nous n'avons pas eu de réponse. Nous avons écrit à plusieurs autorités. Nous avons même contacté le syndicat de la présidence qui transmis notre dossier. Mais au-delà de tout, aujourd'hui, est-ce que vous avez un projet de rencontrer quand même le ministre de la fonction publique? Parce que quand on parle de cette situation-là, il ne devrait pas quand même être, disons, exclu. Oui, le ministre, on a un projet de rencontrer avec lui, ce qui n'a pas abouti encore, parce que la dernière rencontre avec le mouvement syndical, c'était de voir le ministre et discuter de la signature de l'acte d'engagement des contractuels, parce qu'il faut le faire. Il faut le faire. Aujourd'hui, vous estimez que vous êtes lésé dans vos droits. Vous voulez quand même quitter ce statut temporaire, hein, il faut le dire, pour vous retrouver soit en permanent ou qu'on vous engage à la fonction publique. Parce que ce qui reste clair, un contractuel permanent aussi n'est pas un fonctionnaire, si je ne me trompe. C'est un titulaire. C'est un titulaire, mais pas un fonctionnaire. C'est pas un fonctionnaire. Donc vous ne demandez pas forcément à être intégré à la fonction publique. Ou bien vous insistez sur le fait que vous voulez vous aussi être fonctionnaire. Parce que là, quand même, il y a quand même une différence. Vous savez, en Guinée, normalement, on doit arrêter de parler de contractuel temporaire. Il y a deux étapes. Quand tu es contractuel permanent ou titulaire fonctionnaire, je pense que tu peux vivre avec ce salaire raisonnable. Mais être contractuel temporaire, c'est quelque chose qui n'existe dans aucun pays de l'Afrique. Donc, en d'autres termes, si vous devenez, par exemple, des contractuels permanents, ce serait acceptable pour vous? C'est la moindre des choses. Vous savez, il y a des cadres supérieurs, des détenteurs de diplômes parmi nous. Il y a aussi des techniciens, des chauffeurs, des plantons, des secrétaires parmi nous. Chacun a son statut. Voilà, il faut changer le statut, il faut titulariser. Donc la titularisation doit se faire, selon vous, à travers les grades, par grade. À travers les grades, les diplômes. Les diplômes. Voilà. Donc peut-être certains peuvent se retrouver fonctionnaires, d'autres permanents, d'autres titulaires et autres, ainsi de suite, mais quitter quand même le stade temporaire. Le statut temporaire, c'est dérisoire, ça n'a aucun sens. Alors, parlons justement du ministre Bruno. Il en avait fait un cas, puisque si nous partons de ce concours-là, il a été clair, le concours a été organisé, ça a été transparent et c'est clos. Ceux qui ne sont pas admis n'auront que leur jeu pour plaire. Oui, ça c'est clair. Bien. Alors le ministre aussi avait promis quand même, après les différents toilettages, qu'il allait transmettre le reste du nombre de ces contractuels aujourd'hui qui vieillissent dans ces départements au président pour voir la situation. Même lui, il a la solution parce qu'il connaît bien, il avait bien parlé de ces statuts différents qu'il maîtrise. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi maintenant? Parce que la question est que vous avez lancé votre cri de cœur 24 heures après celui des enseignants contractuels retenus, non retenus et autres, ou quelques heures ou quelques jours après cette demande. Pourquoi vous avez choisi cela? Je ne parle pas même pas des enseignants, je parle du SLEG avec son mouvement qui projette quand même, qui rejette tout ce qui est entrée scolaire. Vous revenez là et que parmi vous, comme par coïncidence, il y a quand même des enseignants. Bon, c'est différent. Parmi nous, il n'y a que des administrateurs. Ah, d'accord. Je parle des contractuels temporaires des différents départements ministériels. Donc, les enseignants, c'est autre chose. Donc, je parle de l'enseignement technique. Au niveau de l'enseignement technique, il n'y a pas d'enseignants parmi vous. Non.
contrairement à ce qu'on nous fait croire. Non. Quelqu'un a posé cette belle question, mais c'est dans mon effectif, dans le CCTG, je n'ai pas des agents contractuels de l'enseignement technique. De l'enseignement technique. Mais tout à l'heure, vous venez de rappeler qu'à l'enseignement technique, aucun parmi vous n'a été recruté. Non, pas du tout. J'ai parlé du concours. Je parle du concours. Voilà. Non. Je ne pense pas qu'un contractuel de différents départements, finances, plan, budget, coopération, non. Sinon, j'aurais l'information. Tout. Je voudrais dire que d'après votre propre constat, après ces concours-là, il y a eu néanmoins au sein de ces différents départements que vous venez de citer, quelques admis quand même parmi vous. C'est ce que je viens de dire. Je n'ai pas idée du collectif et des contractuels, des collègues, des amis des différents départements qu'un contractuel temporaire avait été admis à ce concours. Est-ce que cela ne vous questionne pas? Voilà, est-ce que beaucoup y ont participé même? Beaucoup y ont participé. Moi, personnellement, non. Je n'ai pas participé parce que j'étais en retard et les règles, même comment dirais-je, le dépôt des dossiers était limité. Tout ça, nous, on n'a pas participé. Mais nos frères, les plus jeunes, nous sommes adultes. Les plus jeunes ont participé, ils sont venus avec les larmes. Général, ça ne va pas, aidez-nous. Portez notre mal au niveau du président pour qu'il change notre statut. Si on ramène tout au président, il y a quand même un ministère. Il y a un ministère, mais si le ministère ne fait pas, on pleure où? Devant aujourd'hui le général Mamadi Doumbouya qui a le dos large, qu'on estime s'il entend ce problème, que parmi les masses sociales, il y a d'autres exclus des injustices, peut-être qu'il prendra une décision. Si vous n'êtes pas satisfait, est-ce que vous allez faire comme les autres, la menace brandie par les autres, peut-être cesser toute activité en attendant que votre situation soit réglée, ou vous allez continuer à travailler pour ne pas paralyser l'administration publique, parce que vous l'avez dit, 3000 agents ou 3000 contractuels temporaires dans l'administration. Si toutes ces personnes restent à la maison, il y aura quand même un blocus de part et d'autre. Aujourd'hui, est-ce que sans la prise en compte de vos revendications, vous allez rester ou vous allez continuer le combat tout en travaillant, tout en continuant vos services? Merci. Nous n'allons pas être contraires à ce que nous avons fait dans notre déclaration officielle. C'est des plaidoiries qu'on est en train de négociation. Et on fait appeler des bonnes voix pour que des bonnes oreilles entendent ce problème afin de résoudre. Nous allons continuer à travailler dans la sagesse. Parce que nous travaillons pour notre propre pays. Je pense que la démission ou certains cris n'est pas favorable à l'époque là. Donc vous préférez le dialogue? Le dialogue. Pas d'affront? Non, pas d'affront. Mais ça fait quand même longtemps que vous êtes dans ces différentes démarches-là. Ça n'aboutit pas. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de changer quand même de fusil d'épaule? Alors ça, c'est une stratégie interne à moi. S'il vous plaît. Oui, on y va. Non. Alors, quelle sera cette stratégie? Bon, il y a d'autres méthodes de combat aussi que nous avons en tant que syndicalistes. Et ce collectif aujourd'hui est énorme. Quand tu parles de tous les territoires nationaux, dans toutes les régions, nous avons des représentants, mais nous pouvons avoir d'autres modes de combat pour aboutir. Quels sont ces modes de combat-là? C'est ce qu'on veut savoir. Non, ça c'est pas quand même mystique. Ça, c'est un peu pour le général. Et parmi ces contractuels temporaires, est-ce qu'il y a des fonctionnaires communaux ou des contractuels communaux, je veux dire? Bien sûr. Très bien. C'est ceux-ci qui pleurent aujourd'hui, qui ont des salaires bloqués dans les différentes communes. Très bien. Alors, vous voulez dire par là que cette démarche consiste, disons, à une sollicitation et non à une exigence? C'est une sollicitation. Une sollicitation. Bien sûr, pour le moment. Bien, puisque vous parlez de sollicitation, supposons qu'aujourd'hui vous avez la chance d'être suivi par le chef de l'État que vous voulez en tout cas rencontrer ou que vous souhaitez rencontrer, ou que vous souhaitez en tout cas qu'il entende vos différents cris de cœur. Adressez-vous donc à lui au cas où il tomberait sur ce message. Oui, on s'est adressé au général. Non, je parle de maintenant. Si vous êtes en face. Alors votre mot de fond. On estime que vous êtes en face du président. Votre message. Ok, mon message au niveau du président de la République, général Mamadi Doumbouya, c'est d'entendre, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, dans ce pays, il y a des injustices. Nous le demandons humblement en tant que président de la République. Il a le dos large. Nous connaissons qu'il est un homme moral. Il a dit que la refondation, c'est tous les Guinéens. De penser à ces milliers de Guinéens aussi qui ont longtemps travaillé. C'est un mal, une plaie qu'il va laisser.
et aller au référendum. Ce n'est pas possible. Maintenant, au ministre, votre ministère de tutelle. Monsieur le ministre, monsieur le ministre Mourana Souma, ministre du budget, ministre du plan, des super ministres aujourd'hui qui travaillent, je sais qu'ils travaillent d'arrache-pied pour la refondation. Nous leur demandons de penser à leurs contractuels, à leurs contractuels dans leurs départements respectifs. S'il faut vous prendre en charge, il faudrait que vous soyez performants. Forcément un message à l'endroit également de vos amis, de vos camarades présents dans ce collectif. Un mot, parce qu'il ne faudrait pas que ce mouvement ou cette réclamation soit comme une aubaine pour certains de ne pas bien faire leur travail. Comme dans mon discours, j'ai demandé à tous les contractuels temporaires de faire la retenue, de continuer le travail, de savoir que l'histoire retiendra qu'il a été contractuel, que c'est une autre histoire, c'est une manière d'apporter un plus au développement, à la refondation. Parce que, oui, allez-y. Peut-être que ça va juste être un petit rétropédalage par rapport à leur situation, parce que moi je suis un peu quand même confus. On parle de 8 ans, on parle d'un salaire même qui n'était même pas à 560 000. 550 000, pardon. J'aimerais juste savoir comment vous arriviez quand même à gérer, parce que vous êtes père de famille. Bien sûr. Elle a parlé du carburant également. Hein. Il y a le carburant au-delà de ça. Au-delà de ça, est-ce que vous êtes ailleurs, notamment dans le privé? Au-delà, non, je ne suis pas dans le privé. À 8h, je suis au boulot. À 17h, je rentre chez moi. Peut-être que j'ai d'autres avantages de vivre, je ne sais pas, mais je ne suis pas, je n'ai pas un autre boulot. Donc vous le savez, c'est pas peut-être. Non, si vous, si vous n'avez pas abandonné durant tout ce temps-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même, il y a quelque chose à tirer comme étant profit. Ça sent bon. Écoutez, l'accompagnement que nous gagnons en termes de carburant ou d'assistance sociale, vous savez, les syndicats demandent parfois les accompagnements, c'est tout ce qui nous aide un peu à vivre. Hein. Sinon, là, c'est avec la CNTG alors? Non, c'est avec la CNTG et même les différents ministères. Dans l'accompagnement, il faut... Donc vous reconnaissez quand même que les ministères vous portent assistance. Oui, au-delà de temps en temps, oui. De nous porter assistance, il faut reconnaître, on ne peut pas mentir parce qu'on est coincé. Alors, cette assistance-là, est-ce qu'elle couvre tous les 3 000? Si elle ne couvre pas, c'est d'être honnête auprès de vous. Elle ne couvre nulle part notre condition de vie ou la famille ou la scolarité des enfants. Non, il voulait savoir si ça couvrait les 3 000 aujourd'hui, quand même qui sont reconnus comme étant parce que vous avez des chauffeurs contractuels. À votre chaîne. Au-delà, oui, ça couvre l'ensemble. Les secrétaires, les chauffeurs, les plantons. Tout le monde bénéficie de cela. S'il y a accompagnement trimestriel, par exemple, ils bénéficient du transport. Donc l'État ou les ministères font quand même de leur mieux. Est-ce que vous souhaitez quand même un salaire consistant, consistant, amélioré, un changement de statut. Un changement de statut, parce que vous estimez que le salaire quand même c'est votre dignité. Le salaire c'est sacré. Le salaire est sacré. Donc vous voulez dire à vos enfants demain, vous avez rappelé une anecdote tout à l'heure parlant de votre enfant. Oui. Vous voulez dire à votre enfant demain ou après-demain, oui, je prends un salaire aujourd'hui, même si ce n'est pas à la hauteur de la sous-région, mais machallah, comme le disent les croyants. Un salaire amélioré. Voilà. D'accord. On l'a déjà compris. Monsieur Kerno Baïlo Diallo, il est le coordinateur du collectif des contractuels temporaires. Avec lui, nous avons parlé de cette situation très très alarmante des années de service pour un salaire mensuel de seulement 550 000 francs guinéens. Quel est votre mot de la fin avant de vous laisser partir, monsieur Diallo? Bon, nous demandons à toutes les autorités, au président de la République, au ministre de la fonction publique, aux différents ministres de la République, d'assister ces contractuels, de penser à ces milliers de Guinéens aujourd'hui à Conakry, à l'intérieur, qui travaillent d'arrache-pied pour le fonctionnement de l'administration, de les aider à changer leur statut, améliorer leurs conditions de vie. Bien, ce qui est déjà compris. Merci M. Diallo d'être passé dans cette émission. Merci. Merci. La pub derrière. On se retrouve pour la suite de cette émission. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit.
Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Manquepas, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Envie de détente à la maison, un week-end en famille plein de rire et d'émotions, Star Times vous ouvre les portes du divertissement total. Profitez d'une sélection exceptionnelle de films, séries, sports et programmes de qualité sur les meilleures chaînes internationales et africaines. Pour les passionnés du football, ne manquez pas les plus grands matchs, la Liga, Bundesliga, Coupe du Roi, Ligue saoudienne et bien sûr la Ligue guinéenne. Et ce n'est pas tout, avec SPA Mobi, suivez la Liga et vos séries locales en Poulard, Soussou et Malinki. Pour un divertissement encore plus proche de vous, Star Times, c'est le plaisir à portée de télécommande. Attention, ne ratez pas cette opportunité unique de vivre le meilleur du divertissement. Pour plus d'informations, appelez dès maintenant le 624 97 97 60. Star Times, profitez de la vie numérique. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamono. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamono. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom que mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu ne partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son goût. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informé pour agir. Inspiré pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, la télé du développement. Merci de nous retrouver dans la deuxième et dernière partie de cette émission, le scanner de Kavi Média qui vous parvient du lundi au vendredi
Quand il est 9h, c'est jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité. Tout à l'heure, nous parlons de ces anciens, de ces contractuels temporaires, j'allais dire. Et vous avez suivi avec nous notre invité, monsieur Carno Bailo Diallo, qui est le coordinateur du collectif des contractuels temporaires de Guinée, qui a lancé son cri de cœur. À présent, nous parlons de cette autre actualité, s'il faut le dire. L'assainissement refait surface dans l'agenda gouvernemental. Vous l'avez certes suivi désormais. C'est le ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures qui prend en charge la gestion des déchets solides et liquides, y compris les eaux usées et pluviales. Ces missions couvrent la planification des infrastructures et l'amélioration du cadre de vie urbain. Un décret, il faut le rappeler également, qui place de nouveau ce ministre face à un défi de taille après celui de la crise énergétique à Diallo. Absolument, des nouvelles missions, il faut le rappeler, des missions multiples et diverses qui s'ajoutent au niveau du ministère de l'Hydraulique, des Hydrocarbures. Désormais, l'assainissement dans son entièreté est dévolu à ces ministères-là. Et vous savez que cette question d'assainissement est une question lancinante à laquelle on n'a pas trouvé jusqu'à présent des réponses fiables pour pouvoir endiguer, ne serait-ce que progressivement, ces phénomènes aujourd'hui qui devient un défi. Alors, il y avait eu, pour un premier temps, si vous vous rappelez, beaucoup de gens qui ont proposé un ministère entièrement dédié à l'assainissement, comme ce fut le cas sous le régime d'Alpha. À un moment donné, on avait dédié un ministère de l'hydraulique, mais aussi d'assainissement à part, que Papa Koli dirigeait à l'époque. Alors, mais Koli est toujours à l'hydraulique. Oui, c'était collé. C'était collé, justement. Ce qui manquait, c'était les hydrocarbures. Et c'était aussi certaines missions, certaines précisions dans le cadre de missions attribuées au ministère. Parce que désormais, il faut le rappeler, le ministère, il en a beaucoup sur son chemin. On reviendra sur certains détails en ce qui concerne des nouvelles directions qui ont été érigées. Éventuellement aussi certains organismes, disons, qui continuent de garder leur autonomie. Alors, on a dit que désormais, l'assainissement liquide et solide, il faut le rappeler, revient au ministère. Donc, ça veut dire tout simplement que les déchets liquides et solides doivent être aujourd'hui traités par le ministère des Hydrauliques. Alors, c'est assez demandé. Est-ce qu'il y aura ce changement tant attendu dans ce secteur-là pour que nous puissions désormais industrialiser disons les ordures dans notre pays ici, parce que c'est possible. On ne peut plus continuer de traiter archaïquement ces déchets-là, qu'ils soient solides ou liquides. Il faut désormais voir comment est-ce qu'il faut procéder à une transformation. Mais malgré, excuse-moi de te couper, il y a quand même des initiatives qui ont été lancées ici, qu'on appelle l'initiative qu'on pourrait même qualifier de mornée. La question d'assainissement en République de Guinée a été toujours une question centrale. Pourquoi? Je vous l'explique. Et à un certain moment, il y avait l'ANSP qui avait le monopole de la gestion des ordures. On a quand même débattu ici dans cette émission dans la première saison. On a quitté l'ANSP, on est allé vers le gouvernorat. On a quitté le gouvernorat, si vous vous rappelez, récemment, c'était les communes qui géraient. Tout à fait. C'est comme un magot. Tu aimes utiliser le terme, un magot. Chacun veut venir et prendre sa part et quitter. Or qu'aujourd'hui, Conakry est en train de retomber dans les mêmes travers. Allez sur l'axe, vous verrez que au niveau du tremplin, comme ça, il y a des terre-pleins, on a ces ordures qui sont placées comme des décors. Donc on revient à la case départ et ce qui est dangereux, c'est juste placer cela avant de poursuivre. Tout à fait. C'est une précision très intéressante. J'avais bien voulu revenir à ce qui concerne ces services qui ont gardé les retombées, notamment l'ANASP, dont vous venez de citer ici. Et c'est à se demander désormais que devient l'ANASP. Oui, c'est un service public. L'Agence nationale de la salubrité publique. Justement. Donc, et nous avions les communes aussi qui étaient quand même pleinement dedans. Et on avait tous ici dit ici que c'était une très belle option parce que les communes sont, disons, directement impliquées dans les quartiers. Et les quartiers, c'est les quartiers qui produisent ces déchets-là. Dans les quartiers, c'est dans les ménages. C'est nous, immondes. Donc, on avait jugé nécessaire, de par la proximité, les mairies étaient, disons, les mieux placées pour pouvoir, travailler dans ce sens-là. Est-ce qu'elles ont mis à l'écart pour désormais dire qu'il y a un département qui est en charge de cela, ou il y aura une coordination
qui doit être là, en parallèle avec l'ANASP, les mairies, mais aussi le ministère. Alors, si tel n'est pas le cas, naturellement, il y aura ce qu'on appelle un conflit de compétences, éventuellement un conflit d'intérêts, parce qu'il y a du magot, il faut le rappeler. Maintenant, c'est en cela que j'ai dit, est-ce que désormais nous allons sortir dans ce traditionnel dont on a connu ici, parce que vous savez aussi, au niveau de l'ANASP aussi, c'était des milliards de francs guinéens qui étaient engloutis comme ça. La gestion des ordures, c'est de l'argent. Mais malheureusement en Guinée. Mais sans aucun résultat. Mais est-ce que tu sais qu'en Guinée, c'est seulement en Guinée où, à travers de rares pays en Afrique, que l'État lui-même prend l'argent pour assainir? Absolument. C'est une première. Ça ne se fait dans aucun pays au monde. On l'a déjà rappelé ici. La gestion des ordures ne doit pas être ici, en aucun cas, gratuite. Non, c'est impossible. Sinon, l'État va souffrir. Tout à fait. L'État va souffrir, et c'est ce qui arrive maintenant. Mais nous sommes là, et c'est en cela que nous disons ici, puisque désormais, au niveau du ministère, disons, la conception, la planification et la mise en œuvre maintenant de tout ce qui est politique, disons, d'assainissement, parce que même les lois et règlements doivent être désormais conçus au niveau du département pour qu'enfin nous puissions revoir fondamentalement cette façon de faire là. Le schéma directeur, nous l'avons rappelé à un certain niveau ici, qui, il faut le rappeler, était confus, qui n'était pas clair et qui n'était pas productif parce qu'il n'y avait pas de résultat. Nous avions l'ANASP qui était là, qui disposait de tous les moyens. Il faut dire que c'était une agence rattachée au niveau du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Nous avions les acteurs d'assainissement qui étaient là, mais le schéma était de dire que après la pré-collecte, il y aura la collecte. Après la collecte, c'est le transport. Et nous avons très bien que c'était la société Albayrak qui était en charge de tout cela. Mais on nous informait qu'il y avait plus de 10 milliards quelquefois qui est englouti chaque mois pour la gestion de l'assainissement dans notre pays ici. Pour quel résultat? On s'était dit qu'effectivement, il y avait un besoin fondamental qui consistait à ce qu'on puisse changer un certain nombre de choses, notamment cette politique d'assainissement. Alors, que faut-il faire aujourd'hui pour que nous puissions justement faire participer les citoyens, les ménages, à la gestion de ces entreprises-là? Ça veut dire que tout simplement, ça va être payant. C'est vrai qu'il y a d'autres citoyens qui se sont abonnés au PMU. Ça, il faut le rappeler. Il y a certains qui ne le font pas. Il y a certains qui continuent aujourd'hui à penser que la gestion de ces déchets-là relève exclusivement de la responsabilité de l'État. C'est nous qui produisons, nous devons justement participer à la gestion de ces déchets-là. Et pour participer à la gestion de ces déchets-là, il faut payer de l'argent. Il y a des PMI qui sont en charge de la pré-collecte, éventuellement à travers les camions qui sont là aujourd'hui, qui pour un temps, il faut le rappeler, étaient désormais au niveau de ces mairies-là. Tout cela doit être coordonné aujourd'hui. C'est ce qui sous-entend au niveau de ces nouvelles missions attribuées au niveau du département. Tout cela va être coordonné par le ministère des hydrocarbures, de l'hydraulique et désormais de l'assainissement. Donc c'est un fardeau, il faut le dire, pour ce département-là qui est géré aujourd'hui par Aboubacar Camara. Aboubacar Camara, il faut le rappeler, il a commencé par la SEG, donc l'hydraulique en question. Donc ça veut dire tout simplement que c'est pas quelqu'un... L'homme des grands défis. La SEG qu'on a créé jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y a des améliorations, mais là également, il y a des problèmes. Non, j'en viens au niveau de cette direction. Il avait eu la chance de faire ce qu'on appelle les états de lieu. Je crois que s'il faut reconnaître quelque chose qu'on a pu faire là-bas, c'est cela. Et ça aussi, il a posé un diagnostic quand même. Un diagnostic, mais jamais il y a un traitement. Alors le diagnostic est là posé. Également, c'est comme la gestion des ordures. Justement. Et la chance qu'il a eue, c'est que après la direction de la SEC, il est devenu ministre de l'énergie, de l'hydraulique, mais aussi des hydrocarbures. Donc ça veut dire qu'il avait toute la possibilité de pouvoir, à travers le nouveau directeur qui était là-bas, puisque c'est là où il vient, de pouvoir continuer sur un certain nombre de projets. Parce que la logique voudrait que, puisque vous avez bénéficié de la confiance du chef de l'État et vous êtes devenu désormais ministre qui coiffe désormais la politique d'assainissement, de l'hydraulique, des hydrocarbures, c'était quand même de faire en sorte que l'état de lieu que vous avez pu faire au niveau de cette direction-là, que cela soit matérialisé à travers des propositions
ou d'actions concrètes. N'oubliez pas aussi qu'il y avait un véritable problème à sa nomination. La Guinée était quand même confrontée à un problème de courant. Donc la priorité finalement, en tout cas quand même on en a l'impression que dès qu'il est venu, sa priorité c'était de comment rétablir d'abord ces différentes villes, d'abord en les alimentant, notamment en termes de courant, tout et autres. Et peut-être que ça peut se comprendre, même si ça ne peut pas le dédouaner. Ça ne justifie pas. Et que c'est un risque aussi pour l'environnement, parce qu'il faut rappeler que la floraison des fourrages crée aussi des risques environnementaux élevés, très élevés. Et moi, j'en viens, peut-être que je vous dirai quelque chose après que Yaya ait fini sur ce sujet. Les conséquences géologiques de ces forages-là, peut-être on le saura davantage dans les prochaines années, mais si rien n'est fait, nous risquons d'assister à des séismes permanents, parce que c'est ça aussi les conséquences. Donc, je voulais dire que le ministre, c'est vrai qu'il y avait un défi qui était là, un défi pressant, c'était comment rétablir l'électricité, mais la solution, c'est pas dans une boule magique qu'on l'a cherché. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui ont conseillé le président à un certain niveau que le bateau turc qui était là était assez coûteux, il fallait s'en débarrasser, et finalement c'est ce qui fut fait. Et bien, conséquence, c'est qu'après, pendant la période d'étiage, on est retombé dans les mêmes travers. Et bien finalement, on était obligé de faire quoi? De repartir vers ce bateau-là. Et je crois que c'est ce qui avait résolu en partie le problème. Les mesures qui doivent être prises au niveau de ces départements. La seule chose peut-être qui a changé, c'est le fait qu'on revend notre électricité à d'autres pays. Donc on a un peu d'argent. Oui, on a un peu d'argent. De l'autre côté. Et ça, c'est saisonnier. C'est ce que j'ai dit. Ouais, on comble un peu. Justement. Oui, justement. Parce que là aussi, les défis, c'est quoi? C'était comment faire en sorte que nous avons qu'à l'État ici, pendant la saison pluvieuse, ça produit abondamment de l'électricité et nous n'avons pas ce qu'on appelle les lignes de transport. Et ce sont ces lignes de transport qui devrait permettre à l'État aujourd'hui de faire bénéficier plusieurs villes, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, ceux qui ont ce qu'on appelle ces lignes de transport-là, ce sont quelques pays voisins dont on est obligé de vendre à bas prix. Parce que si on ne vend pas à bas prix... Vendre au gaspillé. Absolument. C'est-à-dire que c'était vendre à bas prix, vous prenez avec votre prix, ou ça se gaspille comme ça, parce que chez nous, nous n'avons pas toutes les lignes de transport pour pouvoir nous permettre justement de faire bénéficier la population. On avait soulevé ces paradoxes-là, dire que nous revendons alors qu'en réalité, nous avons la moitié des villes de notre pays qui n'ont pas de l'électricité. Donc il y a tous ces aspects-là qui se posent aujourd'hui, ce qui m'amène à dire aujourd'hui, ce qui est évident au niveau du département, on n'en a plus besoin de mesurettes, on a besoin de mesures concrètes, structurelles, pouvant répondre à tous les problèmes aujourd'hui qui se posent au niveau de ces différents secteurs-là. Et je pense que le ministre Aboubacar Camara, on ne peut plus, disons, mettre en avant cette nouveauté qu'on a l'habitude de nous servir, celle qui consiste à dire on est nouveau, il faut lui donner le temps qu'il faut pour pouvoir apprendre un certain nombre de choses. Ce n'est pas un bleu. Ce n'est plus un bleu. C'est quelqu'un qui s'y connaît très bien. Je crois que techniquement, il y a des gens quand même qui vantent ses mérites techniquement. On attend de voir parce que de toute évidence aujourd'hui, nous disons qu'il y a eu la mobilisation des fonds, c'est à son actif. En ce qui concerne le secteur hydraulique, les fonds sont mobilisés. La question qu'il faut se poser, c'est comment désormais toucher ces fonds-là. Utiliser à bon escient. À bon escient. Et pour utiliser ces fonds, pour utiliser ces fonds, il faut qu'on ait des projets bancables. C'est ça, c'est ce qui pourra nous permettre de prendre cet argent-là et investir dans divers domaines. Donc ça veut dire tout simplement qu'il a quelque chose à faire. Finalement, il y a cette question aussi qui vient s'ajouter. Aujourd'hui, c'est un problème quotidien pour notre pays, la gestion des ordures. On verra bien comment tout cela va être géré avec le ministre Dijon Camara. Je termine pour dire qu'il y a eu des nouvelles directions désormais qui ont été érigées. Nous avons la direction nationale des hydrocarbures, nous avons la direction nationale d'assainissement qui est désormais là. Donc, et ensuite la direction générale, si je trouve bien, des hydrocarbures. Donc il y a toutes ces directions là aujourd'hui qui sont disons parce qu'il y avait quand même la SGP, la Société Générale des Pétroles, je pense, de gestion des pétroles qui était là. Et voilà, donc il y a eu d'autres services qui ont gardé leur autonomie. Ce que je voulais rappeler à l'entente de cette émission, c'est la SEG qui garde son autonomie, c'est l'ANASPE qui garde son
son autonomie. Je crois que ça, c'est quelque chose qui peut permettre aujourd'hui à Bouakar de pouvoir rapidement trouver une solution à cette question. Parce que c'est connu de tous aujourd'hui, c'est dont nous souffrons. Nous en parlons, les citoyens en parlent, et lui-même, il est conscient qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de ce qu'on appelle d'un tapage médiatique, on a besoin des actions concrètes pour que nous puissions rapidement trouver une solution, et pas des solutions conjoncturelles. Il faut fondamentalement des solutions durables, structurelles et définitives. Faire participer les citoyens, c'est en cela que nous allons sortir définitivement dans cet engrenage. Oui, il y a quand même autre problème que peut-être nous négligeons ou qui saute aux yeux, ce sont les eaux usées et fluviales. Aujourd'hui, dans la plupart des quartiers et à Conakry, à l'intérieur du pays, le voisinage est confronté à cela. Des voisins suite à une urbanisation sauvage, d'autres non plus, ou envoyer leur eau ou les eaux usées, soit on les déverse sur la chaussée, c'est le cas à Matoto, tout près de nous là, les eaux fluviales qui ravagent plusieurs maisons. Nous avons suivi quand même les reportages de nos différentes rédactions aujourd'hui qui sont aussi collées aux missions du ministre. Mais avant, il y a une problématique, ce sont les forages. Je crois que par rapport au forage, aujourd'hui, l'État gère mal cette problématique, il faut le dire. C'est une réalité connue de tous, et cela fait aujourd'hui perdre même aujourd'hui la SEG notamment. Ça fait perdre l'État en argent parce que la plupart aujourd'hui des populations sont branchées, disons, à ces différents forages-là. Et celui qui a forage gelé, ça veut dire qu'il ne paye plus l'eau de la SEG. Et déjà, vous pouvez compter aujourd'hui, au bout des doigts même, des ménages qui, quand même, qui sont abonnés, disons même à la SEG par rapport à cette question Moi, je ne le suis pas depuis 5 ans. Malheureusement. Vous voyez, je ne le suis plus. Malheureusement. Où j'habite, on utilise un forage parce que déjà on ne sait même plus ça fait combien d'années que l'eau ne vient plus au robinet. Donc c'est un véritable problème aujourd'hui pour l'État. C'est pourquoi je dis que la gestion notamment de l'assainissement, ça on va beau en parler, et cette mission ne sera pas réussie. Réussi? Je le dis bien. Et vous allez comprendre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ces différents défis aujourd'hui face auxquels se retrouve le ministre Aboubakar, ça va être très difficile qu'il y ait une concentration particulière sur le cadre de l'assainissement. Vous le voyez même sous Alpha Condé, il y a à la rappeler, on parlait du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. C'est vrai que ça avait un peu diminué à l'époque avec la gestion d'Al-Bayrak. Au départ, on se dit qu'il y avait le budget, avait l'argent au fur et à mesure que le budget, c'est-à-dire s'étiolait. Et finalement, la gestion aussi, les montagnes d'ordures continuaient notamment à nous dire bonjour au niveau des différents ronds-points, au niveau des différents quartiers. Donc aujourd'hui, je crois que le mieux, et ce qui est d'ailleurs même qui pourrait s'avérer stratégique pour l'État, c'est de trouver un autre département qui pourrait automatiquement et uniquement s'occuper de cette question de gestion notamment des déchets, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Laissons même d'abord de côté la gestion des déchets liquides, parlons des déchets solides, parce que c'est ce qui fait beaucoup souffrir disons les populations de Conakry. Parlons juste de Conakry. Pour ce qui est de l'intérêt du pays, mettons ça de côté, parce que la gestion même des ordures pour cette superficie que nous connaissons de Conakry, pour aujourd'hui, il faut dire qu'on en est incapable. On en est incapable. On se rappelle de programme Sanita, peut-être que vous vous rappelez. Sanita Ville Propre avec Enabel. Sanita Ville Propre avec Enabel, où on nous a parlé ici, disons, d'un financement de l'Union européenne à hauteur de 66 millions d'euros. Il faut dire que ce projet soutient notamment la professionnalisation de la gestion des déchets dans le Grand Conakry et à Kindia. Donc, ce programme qui inclut notamment la construction de zones de tri et transit ZTT, et puis pour toutes les communes du Grand Conakry. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, ça existe, sauf que ça ne contribue plus, disons, à quand même faire baisser le niveau des ordures dans nos différents quartiers. Parce que, au-delà. Parce que, simplement, dans les quartiers, excuse-moi de placer cela, c'est que la ZTT, moi j'ai suivi le projet de son lancement, Sanita Ville Propre. Pour Sanita, c'était vous ramenez les ordures
on professionnalise, on vous aide à trier, mettre les caoutchoucs de côté, parce que ces caoutchoucs pouvaient être utilisés pour la conception de plusieurs choses que nous sommes journalistes. Le recyclage et tout. Sauf que dans la pratique, il n'y a pas aujourd'hui des PME suffisantes pour couvrir même tout Conakry. Ça, c'est un. De deux, des gens qui s'engagent dans des PME n'attendent que leurs sous, mais le service n'est pas apprécié des populations. Allez-y sur le terrain et vous verrez de quoi je parle. Si une PME qui doit venir 2 fois dans la semaine pour une population qui n'est pas habituée à ce style de vie, est-ce qu'on pourra combattre les ordures? Ça, c'est un. De deux, la plupart des populations, Mohamed, aujourd'hui sont réticentes. Oui, vis-à-vis des abonnements. Et c'est ce qui est très grave. Aujourd'hui, c'est pourquoi je dis la règle des 3 S doit revenir dans le jargon des autorités. Il faut beaucoup sensibiliser. Il faut d'abord donner du service. Ouais. On les a montré comment on doit aller. Mais si le service n'est pas aussi bon, la sensibilisation ne peut pas payer. Donc, il faut d'abord se rabattre vers ces PME, peut-être pour le ministre, aller faire un diagnostic de ces PME qui sont à mesure de servir ou de pouvoir bien servir. Après, maintenant, passer à la sensibilisation. Je vous jure, je vous assure, que si la sensibilisation et le service sont bien faits, je suis sûr que la sanction ne va pas tomber. Mais si le service et la sensibilisation sont mal faits, Mohamed, tu vas te retrouver avec le même commentaire. On ne pourra pas réussir. C'est pourquoi aujourd'hui, je crois qu'il est nécessaire qu'on ait un département qui va s'occuper uniquement de la gestion, des ordures, de l'assainissement en général dans notre pays. Parce que ce qu'on nous a habitués dans ce pays-là, souvent, c'est des campagnes d'assainissement, c'est vrai. Et on en a connu ici avec les derniers samedis de chaque mois où on barre toutes les routes pour venir prendre des selfies, je parle même des autorités, et faire croire qu'on est en train de travailler, alors qu'en réalité, on ne fait absolument rien du tout. Une initiative inspirée du Rwanda, mais qui n'a malheureusement pas ça marché. Ne prospère pas. On en a vu déjà depuis même sous Alpha Condé. Après, le CNRD a emboîté les mêmes pas. Et aujourd'hui, ça ne continue pas, ce programme sanitaire dont je parlais. Et voilà, il y a eu quand même, on parlait de la création également aussi de centres de valorisation des déchets, y compris de compostage, la construction et gestion d'un centre d'enfouissement technique. Et de l'autre côté, ce qui nous manque, moi je le dis ici, c'est le renforcement institutionnel et surtout en matière de gouvernance, parce que la restructuration, par exemple, la restructuration des acteurs sectoriels, il faut cela. Parce que la gestion des ordures, ça commence d'abord dans le quartier et ça va au-delà. Et aujourd'hui, je crois qu'à ce niveau-là, on est en train de gravement pécher. De l'autre côté, l'État doit revoir sa politique d'assainissement. Et c'est vrai qu'on peut avoir posé le diagnostic, mais aujourd'hui, en réalité, sur le terrain, c'est qu'on est en train de carrément passer à côté. Et il faut quand même dire qu'il y a eu assez de financement. Pourquoi aujourd'hui ça tarde à venir? À un moment donné, avec Al-Bayrak, par exemple, on se disait non, peut-être que ça peut aller. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que tout simplement, ça nous a révélé, selon quand même ce qu'on a pu avoir comme état information, que l'État est mauvais payeur. L'État est mauvais payeur. On ne peut pas on ne peut pas avoir une politique ou une stratégie efficace d'assainissement si on n'a pas les moyens qui peuvent accompagner ces politiques-là, cette politique d'assainissement ou ces différentes stratégies d'assainissement. Il faut en prendre compte aujourd'hui. N'est pas aussi surcharger le ministre Aboubakar. Il y a déjà le défi de l'hydraulique, il y a le défi, disons, des hydrocarbures. Donc déjà, c'est un véritable souci aujourd'hui. Peut-être qu'on en parle moins ces derniers temps concernant la construction d'un nouveau dépôt d'hydrocarbures. On n'en parle même plus. Donc il y a tellement de défis qui peuvent aujourd'hui absorber nettement cette question liée à l'assainissement dans notre pays. Il faut trouver une autre stratégie, celle qui est là pour le moment. Balbici. Balbici, il faut le rappeler. Donc vous l'avez déjà compris, nous sommes à la fin de cette émission et en tout cas merci à Diallo. Et c'est tout ce qu'il faut dire, nous suivons de près ces nouveaux départements qui sont scindés et qui ont de nouvelles attributions, y compris certains aussi départements qui sont là. Nous veillons en grain. C'est vrai qu'il y a une évaluation qui était imminente au niveau de cette équipe gouvernementale-là. Il y a des ministres aujourd'hui qu'il faut évaluer.
et dont on sait déjà, avec une évaluation responsable et sérieuse, ce sont des gens qui devraient purement et simplement être remerciés par le fait de leurs résultats qui, il faut le dire, est plus que dérisoire. C'est cela aujourd'hui, et je crois que c'est ça, c'est à l'attention du chef de l'État. Bien. Il faut voir clair, les ministres sont des serviteurs de la République et le président est là à surveiller lui aussi ses ministres. Au-delà de certains rapports qui peuvent être erronés, il faut voir sur le terrain tous ceux qui ne sont pas dans le cadre de surveiller la nation. Il faut s'en débarrasser parce que c'est des problèmes. C'est clair. Ouais. Allez, merci à Diallo. Merci Abdallah. Merci Mohamed Lebar. Merci Abdallah. Merci. Merci aux équipes techniques à la réalisation. Merci à vous auditeurs et téléspectateurs pour votre attention ou pour vos différentes attentions, il faut le dire. On se reprend donc la semaine prochaine, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.